boîte noire en fait démarre sur le crash d'un appareil, d'un avion, un des appareils les plus sophistiqués du marché dans les Alpes. Et du coup, le BEA, qui est le Bureau d'enquête analyse, qui est l'autorité en charge compétente des accidents d'avion, est appelé à la rescousse pour déterminer les causes du drame. Défaillance technique, erreur de pilotage, acte terroriste, c'est l'inconnu total. Et c'est dans ce climat en fait, de pression médiatique très très forte que Mathieu Vasseur, un des enquêteurs du BEA, qui est interprété par Pierre Ninet, va se retrouver parachuté sur cette enquête, sur cette affaire. Et très vite, en fait, cette enquête va vraiment tourner à l'obsession chez lui. Voilà, c'est vraiment le début, du coup, le début du film. C'était vraiment ma fascination double fascination en fait, pour le milieu de l'aéronautique, le monde de l'aviation. Je trouve que c'est un monde assez mystérieux, qu'on ne connaît pas beaucoup, qui a un univers où se côtoient énormément d'acteurs aux intérêts divergents, constructeurs, compagnies aériennes, pilotes, enquêteurs. Il y a des enjeux financiers qui sont colossaux. Donc, je trouvais que c'était un cadre, c'est un monde de technologie aussi, donc je trouvais que c'était un cadre peu vu au cinéma et qui pouvait être vraiment, que je trouvais vraiment fascinant pour une arène de film. Et puis, fascination aussi pour l'enregistreur de vol en lui-même, la fameuse boîte noire, dont les journaux nous parlent sans cesse, sans qu'on sache réellement à quelle réalité en fait elles correspondent. Il faut savoir donc dans les avions, il y a deux boîtes noires. Il y a une boîte noire qui s'appelle le FDR, qui est le Flight Data Recorder, qui est une boîte noire qui enregistre tous les paramètres de vol pendant le vol de l'avion. Et puis, vous avez le Cockpit Voice Recorder, qui est vraiment la boîte noire qui est centrale dans le film, qui est donc la boîte noire qui enregistre toutes les conversations, les échanges qu'il y a dans le cockpit de l'avion. Et donc, il faut savoir qu'un l'environnement sonore d'un cockpit, c'est extrêmement bruyant. On ne le sait peut-être pas, mais c'est très, très bruyant, même pour les appareils hyper sophistiqués. Vous avez le bruit du moteur, le bruit de la ventile. Donc, du coup, il suffit même qu'il y ait des turbulences pour que ça dégrade, si vous voulez, les conditions d'enregistrement. Et du coup, bien, les techniciens du BEA sont vraiment amenés. Il y a un gros, gros boulot pour essayer de sortir des sons et savoir, tiens, à tel moment, là, on entend le bruit de la porte qui s'ouvre, là, c'est un tel qui appuie sur tel bouton, ou c'est le bruit du givre qu'on entend. Ils arrivent même à déterminer ça, le bruit du givre sur le pare-brise de l'avion. Donc, je trouvais vraiment fascinant. Je me disais que de mettre au centre, en fait, d'un récit à suspense, cette boîte noire, cet enregistreur, je trouvais ça assez vraiment intéressant. Donc, c'était vraiment, voilà, pour répondre à votre question, c'était ces deux éléments-là qui m'ont vraiment donné envie de travailler sur de raconter cette histoire et en tout cas d'aborder cet univers à travers les armes du cinéma que j'affectionne depuis toujours, quoi, le cinéma, celui d'Hitchcock, de Pakula, enfin un cinéma qui fait participer le spectateur en jouant avec son intelligence et ses nerfs. Donc, c'était vraiment le point de départ. Et moi, cet univers, au départ, je ne connaissais rien, hein. J'étais juste fasciné par ce monde de technologie et donc j'ai voulu me documenter et voilà. En fait, moi, je ne voulais surtout pas survoler cet aspect-là. Je me dis que dans tout film, d'ailleurs, c'est pas spécifique au thriller, mais c'est très important. Enfin, j'enfonce une porte ouverte en disant ça, que le spectateur a besoin de croire ce qu'il voit à l'écran. Moi, j'adore les films qui vous prennent par la main et qui vous plongent dans les coulisses d'un monde qu'on ne connaît pas, qui nous est vraiment méconnu. Ça, j'adore. Donc, c'était vraiment mon point de départ et je m'étais dit qu'au contraire, il fallait rendre compte de cet aspect très technique. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer des techniciens du BEA parce que vraiment, le film traite vraiment de leur métier et de cet organisme d'État qui est un des meilleurs, hein, dont les compétences et le professionnalisme et le savoir-faire est vraiment reconnu de par le monde. Et donc, en fait, j'ai voulu rendre les choses les plus réalistes possibles et j'ai vraiment demandé, par exemple, à ce que plusieurs techniciens du BEA relisent le scénario. Alors, non pas pour... c'était surtout pour me donner un avis sur... Je leur ai demandé, voilà, à tel moment, qu'est-ce que vous diriez, quels sont les termes que vous employez, etc. Donc, en fait mon souci, vraiment, j'ai eu un souci de réalisme et de crédibilité et d'authenticité. Enfin, c'était vraiment mon objectif. Et
Et je m'étais dit, bah, du moment qu'on comprend l'enjeu de la scène, même si les personnages emploient des termes techniques qu'on ne comprend pas forcément, du moment qu'on saisit réellement l'enjeu humain qu'il y a derrière, les rapports de force, le conflit, enfin, bref, la dramaturgie, je me suis dit, peu importe en fait la technicité ou le côté un peu opaque de certains dialogues. Donc en fait, cette question-là, je sais qu'au moment de la lecture du scénario, les intervenants, beaucoup de personnes craignaient que ça devienne un peu opaque et abscon. Et moi, j'étais persuadé, j'ai pas fait je me suis pas dit, tiens, là, je vais essayer de rendre les choses un peu plus claires. Pas forcément. J'ai essayé en tout cas d'être le plus crédible. Et je me suis posé la question, c'est de trouver la bonne situation où il y a un enjeu en fait derrière pour qu'on comprenne ce qui se passe. Mais je voulais en tout cas pas survoler l'aspect technique et j'étais persuadé que plus on utilisait des termes précis, réalistes, utilisés par ces enquêteurs-là, plus le film aurait une force et on croirait à vraiment ce qui se passe à l'écran. D'un point de vue général, je trouve que le son, c'est une arme secrète, invisible pour un réalisateur. Parce que j'ai l'impression que le son, en fait, le spectateur y est extrêmement sensible, mais sans qu'il le rationalise, sans qu'il en soit extrêmement conscient. Et le pouvoir du son, il y a quelque chose qui vous touchez l'intime, vous touchez l'inconscient, vous touchez vraiment l'intime du spectateur, enfin l'intérieur, quoi. Donc c'est une arme vraiment secrète et c'est vrai que moi j'adore au cinéma l'expérience. J'adore les histoires au cinéma, mais avant tout pour moi le cinéma c'est une expérience plus que juste de raconter une histoire, ce qui est déjà de bien raconter une histoire et de créer des émotions au spectateur, c'est évidemment très dur et quand on y parvient, c'est fantastique. Mais j'aime bien quand le cinéma, ça vous procure aussi une expérience presque viscérale, quoi, où vous êtes vraiment projeté dans le film. Et du coup, le son vous permet ça, vous permet ce chemin, cette expérience. C'est vrai que j'aime bien, moi, ces univers où on est parfois dans des cocons, on est dans un... Moi, j'aime bien les films où on a l'impression d'être projeté, on est dans l'ambiance soit d'une cabine d'un bateau, soit de la pièce d'un appartement, d'être pratiquement dedans. Et c'est vrai que pour ce film, voilà, quand on est dans l'avion, quand on est dans le simulateur, tout ça, j'ai envie qu'on y soit, quoi, qu'il y ait un truc très immersif et très sensoriel, en fait, hein. Donc le son, moi, m'aide vraiment à créer cette ambiance, cette atmosphère, cet aspect très immersif et sensoriel. Et après, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la boîte noire. Dès le départ, en fait, dès l'écriture, je trouvais qu'il y avait un concept intéressant, c'est que voilà, cette analyse de la boîte noire, il y a un enjeu dramatique très très fort. Et, je me suis rendu compte que comme ces enregistrements sont relativement dégradés dans la réalité, et qu'il faut vraiment tendre l'oreille, qu'il faut utiliser des outils, etc. J'étais persuadé que, en fait, et ça a été compliqué. Je me dis comment je vais incarner ça parce que au départ, je ne voulais pas mettre des images pour illustrer ce qu'on entendait. Il fallait qu'on reste avec les enquêteurs dans ce labo phonique et de créer une tension juste en filmant la réaction de ces deux gars qui sont en train d'écouter cet enregistrement. Et la qualité de cet enregistrement qui est extrêmement parcellaire, qui est dégradé, qui est un peu fragmenté. Et donc, du coup, nous, enfin, en plus, il faut se rendre compte que quand même, c'est l'enregistrement d'un équipage avant un crash, quoi. Donc, il y a un côté un peu voyeur, un peu morbide aussi, donc qui nous met dans une situation, je trouve, d'angoisse, en fait, dès le départ, déjà dans la situation même. Et le fait que cet enregistrement soit dégradé, eh ben, j'ai l'impression qu'on tend l'oreille, qu'on a envie de comprendre ce qui se passe. Et donc, ça crée, en fait, finalement, un suspense. Et il y a eu des films illustres. Dernièrement, je ne sais plus si c'est un film norvégien, danois, je me souviens sur un flic qui était dans une cellule d'appel d'urgence, en fait. Et le film m'avait impressionné parce que je me rendais compte, en fait, vous faites votre film dans votre tête. Tous les interlocuteurs qui étaient en off, bah vous les imaginez, vous imaginez où ils appelaient, etc. Donc, vous faites participer le spectateur et le spectateur, il devient hyper actif et il se crée lui-même ses propres images. Et donc, quand ils écoutent ce CVR, enfin cet enregistrement de cette boîte noire, je pense qu'on se fait aussi un peu notre film dans notre tête. Et du coup, on essaie de se dire, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu ça? Est-ce que c'est une porte? Ce cri, c'est quoi? Donc, ça nous met à la fois dans une situation, je trouve, d'angoisse, de tension et en même temps de suspense parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe. Il y a plusieurs films là-dessus sur le son, hein. On pense, il y a évidemment ce chef-d'œuvre de Palma, également Blowout, qui sont donc c'est vraiment des films un peu paranoïaques des années 70, mais vraiment,
quand je me suis attelé à l'écriture de ce projet, je ne voulais pas avoir de références trop écrasantes. Je les avais en tête parce que c'est des films qui m'ont énormément marqué, mon adolescence, et ça fait partie vraiment de mon panthéon du cinéma. Moi, j'étais arc-bouté sur l'aspect très documentaire du milieu, l'authenticité et de comprendre voilà, quels sont le process, les étapes, tout l'aspect vraiment technique. Et je voulais vraiment essayer que le film ait vraiment une authenticité dans tout l'aspect professionnel, technique de cette enquête. Le thème du film, c'est vraiment cette quête de vérité, là, je trouve, pour ce film. Euh, je crois que c'est vraiment la première fois que il me semble que j'évoque, enfin, que j'essaie de traiter de cette thématique de cette quête de vérité. En ce qui concerne la paranoïa, c'est vrai que c'est quelque chose voilà, que j'aime bien, que j'ai tenté de traiter dans d'autres films précédemment. J'aimais beaucoup, on a parlé énormément de l'aspect technique du film, mais vraiment, je voulais faire aussi, enfin, je voulais pas que le film ne soit qu'un film technique. Au contraire, je voulais qu'il y ait des enjeux humains très forts. Et ce qu'il faut dire, c'est que cette enquête va avoir des conséquences sur la vie intime du protagoniste et même dans son couple, puisque sa femme, qui est interprétée par Lou Delage, travaille dans le même milieu que lui. Donc, ce qui m'intéressait, c'est que, vous savez, c'est comme ces milieux, ce couple fait partie, je trouve, il est très représentatif de ces jeunes cadres qui sortent des mêmes écoles, de ces grandes écoles comme voilà, l'ENAC, qui est l'École nationale de l'aviation civile, et qui baignent dans le même milieu, qui était souvent un milieu très compétitif, de concurrence. Cette compétition, vous la retrouvez au sein du couple. Et ça, je trouvais ça intéressant d'évoquer que le film capte quelque chose du monde d'aujourd'hui à travers les conflits d'intérêts, par exemple, et de cette duplicité, de cette méfiance et de cette paranoïa qui peut, à un moment donné, contaminer le couple. Ça me plaisait beaucoup. Et ce qui me plaît aussi là-dedans, c'est qu'en fait, vous créez de la tension. Il y a cette idée quand même un peu vertigineuse qui est que la personne qui est censée être la plus proche de vous, votre compagne, votre compagnon, finalement, vous vous dites, cette personne est peut-être, je ne la connais pas ou je ne le connais pas, et c'est peut-être un total étranger. Donc il y a quelque chose de vertigineux là-dedans qui me plaisait, outre l'aspect donc voilà, univers documentaire du monde, du milieu, et de placer vraiment, de faire la radiographie d'un couple qui va vraiment être en crise. Et cette méfiance, cette duplicité me permet aussi de créer une tension avec peu d'éléments, en fait, parce que tout peut reposer sur l'ambiguïté d'un geste, d'un échange de regards, d'un mot échangé. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et après, c'est vrai que la quête de la vérité, je trouve que c'est une thématique finalement, on ne peut plus comment dire, moderne. On est tellement aujourd'hui dans un monde où on baigne dans l'image, dans l'information, on ne sait plus ce qui est vrai de ce qui est faux, quoi. Et la surenchère technologique fait qu'aujourd'hui, la technologie, évidemment, je ne veux pas paraître, comment dire, vieux jeu et très old school en disant que tout était mieux avant, loin de là. Mais c'est vrai que la technologie nous aide et nous a et puis pour comment dire, pour l'univers des avions et de l'aéronautique, évidemment, ça a amené beaucoup plus de sécurité. Mais là, on arrive à un moment où même dans nos vies, en dehors même du cadre stricto sensu de l'aéronautique, la technologie parfois complique un peu nos vies plutôt qu'elle ne la simplifie. Et j'ai l'impression de créer de la paranoïa parce qu'on doute de regarder tout ce qui, aujourd'hui, c'est très à la mode. On parle de fake news à tout bout de champ. On ne sait plus ce qui est vrai, de ce qui est faux. Et donc ça, cette idée-là de cette quête de vérité, de se dire la frontière parfois entre la quête de la vérité et le complotisme, on ne sait plus très bien. Et donc je trouvais que j'avais comme je voulais que le film dépasse le cadre stricto sensu de l'aéronautique et tente de capter quelque chose de notre société contemporaine. Je trouvais que cette thématique-là, elle était vraiment intéressante. Et c'est pour ça que dans le film, je voulais qu'on commence vraiment à douter du personnage principal et qu'on se demande si ce type qui est tellement obstiné, tellement dans cette quête de vérité, qui devient tellement obsessionnel pour lui, est-ce qu'il n'est pas en train, lui-même, n'est-il pas un complotiste? Vraiment, moi, j'avais très, très envie de retravailler avec lui. Si vous voulez, moi, je voulais faire un film très subjectif, c'est-à-dire d'être collé au personnage principal, comme un enquêteur. En fait, c'est un film policier, mais ce qui était bien, c'était de se dire, voilà, l'originalité, c'est qu'on n'est pas dans un milieu criminel, on n'est pas avec un flic ou un détective privé, mais on suit, en fait, un ingénieur, un technicien du BEA qui enquête et qui veut comprendre ce qui s'est les causes du crash, de comprendre ce qui a pu se passer. Donc j'avais besoin
je voulais vraiment créer un sentiment d'identification. Je voulais qu'on s'identifie, je voulais qu'on ait de l'empathie pour le personnage. Et je trouve que déjà Pierre, il amène ça naturellement, il dégage ça naturellement. Et puis l'autre énorme qualité qu'il a, que j'avais pu constater sur Un homme idéal, c'est cette tension, cette fragilité qu'il parvient à retranscrire à l'écran sans que ça passe par des mots, par des répliques. Donc moi, je suis assez bluffé par cette manière qu'il a de rendre palpable l'aspect, enfin, les tourments qui agitent en fait le personnage principal. Et comme c'est un personnage quand même dans le film très introverti, qui est un peu dans sa bulle, qui n'est pas très à l'aise en société, c'est pas forcément quelqu'un qui parle, qui se dévoile, tout est très intérieur, quoi. Il se débat avec lui-même un peu, ce personnage. Et je trouve qu'il arrive à incarner ça, sans que ça passe vraiment par le dialogue. Donc vraiment, j'avais très, très, très envie de retravailler avec lui parce que je savais qu'il allait amener ça et j'avais besoin de ça. Et puis, dernière chose, c'est que je savais qu'il pouvait aussi amener une étrangeté. Tout d'un coup, physiquement, il est un peu ambivalent, il est bizarre, il est ambigu, il amène quelque chose de, voilà, de cette ambivalence que j'avais besoin, puisque je voulais vraiment qu'on doute du personnage et qu'on se demande, mais maintenant, presque le personnage devient inquiétant, quoi, par moment. Et en même temps, il a cette fébrilité, cette nervosité, cette tension vraiment qu'il arrive à rendre palpable. Et d'ailleurs, à tel point que je sais qu'à la fin du tournage, il m'a dit qu'il était sorti épuisé, rincé, alors qu'il a fait d'autres films où il avait un engagement physique quand même assez conséquent, quand il avait fait le film Sauver ou périr, quand il incarnait un pompier, ou je crois dans l'Odyssée. Bon, voilà, c'était quand même des films avec un engagement physique important. Là, si vous voulez, il se mettait tellement dans un état, tout vient de l'intérieur, de nervosité, que c'est vrai que nerveusement, il était vraiment rincé à la fin du tournage. Et je crois qu'on le ressent, cette tension, et ça crée vraiment pour le spectateur quelque chose de... Oui, oui, vraiment, on est tendu, quoi. Donc ça m'aide aussi dans cet aspect de tension, d'angoisse que je voulais distiller tout au long du film. J'ai toujours été passionné par ça. Peut-être que c'est l'idée aussi je pense que ça a à voir avec l'idée quand même de raconter des histoires et de communiquer avec le monde. Mais je pense que c'est le meilleur moyen de communication que j'ai trouvé. Et j'aime bien plutôt être retrait, être observateur. Oui, pour moi, ça me permet vraiment d'être en retrait tout en étant dans le monde, en fait, d'une certaine manière, et de communiquer. Je pense que toute réalisatrice, tout réalisateur essaie de trouver la réalité des choses, quoi, enfin, de ce qui l'intéresse, de la nature des personnages. Oui, je pense qu'on est... En fait, le cinéma, c'est un art de l'image, mais en fait, le cinéma, c'est la puissance d'aller dans l'intériorité des personnages, je trouve. En fait, c'est le moment où le personnage rentre chez lui, il ferme la porte, mais nous, on est avec lui. On va être dans son intimité, on va voir qui il est. Donc, voilà, moi, c'est vrai que j'aime bien le cinéma, c'est toujours de voir derrière les apparences, finalement. C'est contradictoire, puisque vous filmez quelque chose, mais justement, c'est d'aller derrière ça, quoi. L'associe à la culture, à la diversité. Pour le cinéma, c'est vrai qu'on a un système aujourd'hui. Je sais que c'est très dur de faire des films, mais on est dans un monde qui est tellement dur. Et je trouve que la francophonie, la France, en tout cas pour le cinéma, a toujours tenté de développer, d'aider le cinéma et de le protéger. Et on est très, très chanceux, en tout cas, en France, de pouvoir faire des films. Et Dieu sait que c'est dur, hein, Dieu sait que c'est compliqué. Mais quand on voit nos voisins pour connaître des gens qui travaillent même en Espagne, en Europe, c'est quand même très, très dur. Et je parle de ma chapelle, hein, donc du cinéma, en tout cas, de ce que ça représente. C'est vrai qu'on a quand même un respect pour le cinéma, pour sa culture, pour la cinématographie. Je veux dire, c'est quand même... il suffit de voir le nombre de salles de cinéma qu'il y a en France, et même ne serait-ce qu'à Paris, quoi. Je crois que c'est l'une des villes où il y a le plus de salles de cinéma. Donc, ça représente beaucoup. Et c'est vrai que on a la possibilité de découvrir des films. Moi, je sais que voilà, petit à l'école, j'ai eu la chance d'avoir des profs qui m'ont montré des films. Et c'est aussi ça, peut-être aussi, qui m'ont donné envie de faire ce métier, de pouvoir réaliser. Donc, je trouve qu'il y a un respect, il y a une volonté de mettre en avant la culture et la diversité. On ne s'en rend pas compte, hein, mais il suffit de voyager un tout petit peu pour voir à quel point
c'est vrai on est très chanceux quand même. Ah, je suis ravi. Moi, c'est la première fois que je vais à Angoulême, hein. Voilà, donc je suis vraiment très très content. Je sais que c'est un festival aujourd'hui qui est un peu la rentrée du cinéma français, donc c'est vraiment chouette. Et puis moi, vraiment, j'aime beaucoup les festivals parce que vous découvrez des films, voilà, énormément de films. Moi, je suis assez, enfin, je pense être assez cinéphile, de vraiment découvrir, de voir des films. C'est aussi important pour moi de les voir que d'en faire. Ça me nourrit et tout ça. Donc, au contraire, c'est de pouvoir en discuter, voilà, ça vous booste en fait, de voir ce que font les autres, de voir à quels problèmes ils ont été confrontés, comment ils les ont réglés, comment ils ont fait. Enfin, c'est tout ça et je trouve, enfin, moi j'ai besoin de voir ça et il y a une émulsion, je trouve en fait, dans les festivals, de discuter avec d'autres réalisateurs et réalisatrices, c'est vraiment vraiment chouette.